Chers téléspectateurs, bienvenue à cette édition exclusive de Au Féminin. Aujourd'hui, nous aurions recours à la nouvelle technologie, non seulement à cause du coronavirus, mais également à cause de la distanciation et pour être aujourd'hui avec la grande mezzo-soprano égyptienne. Elle est vraiment jeune, mais elle est grande par sa voix et sa célébrité, Farah Addibani. Aujourd'hui, nous serions avec elle à travers la nouvelle technologie afin de découvrir de près son amour pour l'opéra, les points marquants de sa vie et également ses aspirations pour l'avenir. Suivez-nous de près et cette édition exclusive de Au Féminin. Carmen, sur les pas nous présents tous. Carmen, sois gentil, au cuore con nous. Et dis-nous quel jour tu nous aimeras. Carmen, dis-nous quel jour tu nous aimeras. L'amour est enfant de Bohème. Il n'a jamais jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Oh non, ce n'est pas Farah Addibani, la grande par la voix, mezzo-soprano égyptienne. Vraiment, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui et que vous aviez accepté notre invitation de partager ces moments et la famille de Au Féminin et de Nile TV International. Bienvenue à notre programme. Merci beaucoup, Mona. Vraiment, c'est un grand plaisir que je suis avec vous là. Pour moi, c'est toujours un plaisir de parler avec vous ou avec Nile TV, l'international. C'est toujours magnifique. Merci Farah. Et aujourd'hui, nous sommes là avec vous afin de partager les points marquants de votre vie, vos rêves, vos aspirations et également, bien sûr, votre parcours avec l'opéra et comment ça se fait que vous êtes devenu mezzo-soprano. Et on commence toujours notre édition avec la période de l'enfance. C'est une phase qui marque la vie de l'être humain pour toujours. Ce que j'ai compris, vous avez passé votre enfance à Alexandrie? Exactement. Oui, je voudrais savoir. J'ai grandi en Alexandrie, en fait, oui. Très bien, c'est une très belle ville qui donne sur la mer Méditerranée, bien sûr. Quels sont vos souvenirs à propos de cette période de votre vie? Il y a beaucoup de souvenirs, en fait. Je ne sais pas où commencer, mais tous les souvenirs que j'adore étaient à Alexandrie. Ils sont encore à Alexandrie, en fait. Moi, j'ai commencé, dès que j'étais petite, commencé à jouer le piano, à apprendre le piano au conservatoire à Alexandrie, et je dansais du ballet, et je chantais dans le chœur à l'école. Oui. Et je ne sais pas si vous savez déjà ou pas, mais moi, j'étais à l'école allemande, Saint-Charles-Borromée. Oui, on va parler de ça. Vous maîtrisez 3 langues. Un peu plus de 3, mais on va parler de ça après. Non, j'adore les langues, en fait. Non, mais et là, à l'école ou au lycée allemand, j'ai appris le chant. Je commençais vraiment à apprendre le chant, et c'est là où il y avait un prof de chant, de musique, qui m'a entendu chanter. Il m'a dit, il faut que tu chantes l'opéra. C'est Karl Kronthaler. Monsieur Karl, il est vraiment, il mérite tout le truc, il mérite tout le meilleur. Crédit? Parce qu'il est, pardon? Il mérite le crédit le crédit, exactement. Encouragé à être vraiment chanteuse, cantatrice. Oui, c'est grâce à lui, en fait. C'est grâce à lui que je chante l'opéra et que j'ai commencé cette carrière. C'est grâce à lui aussi que j'ai pris cette carrière professionnellement. Et alors, je commençais à apprendre le chant avec lui. Je commençais à participer au concours de chant en Allemagne, à Rome, en Grèce, en Égypte aussi. Et j'ai gagné des prix, de premier et deuxième prix. Et puis, quand j'ai terminé l'école, je continuais en Égypte, en fait, mes études. J'ai commencé les études d'architecture.
Alexandrie. Et en même temps, j'ai continué à faire des concerts à la bibliothèque d'Alexandrie avec l'orchestre là-bas ou à l'Opéra du Caire ou dans des endroits différents en Égypte. Alors, j'ai continué tous les deux en même temps. Et puis, il y avait un moment où j'ai décidé de vraiment prendre ça sérieusement et d'aller en Allemagne et de passer les auditions. Farah, je m'arrête là afin de parler de cet amour pour l'opéra. C'est répandu ici en Égypte qu'on aime l'art, qu'on aime chanter, mais être intéressé par l'opéra, ça c'est unique. Comment ça se fait que vous avez choisi ce domaine comme égyptienne? Ce n'est pas vraiment répandu, ce n'est pas connu. Oui. Même si on est encouragé, quelquefois on peut avoir des doutes que ce n'est pas notre genre d'art. Alors, comment ça se fait que vous vous êtes orienté vers ce genre d'art par vous-même? Ça, c'est vraiment grâce à mes parents et mes grands-parents. Parce que mes grands-parents, ils adoraient l'opéra. C'était la génération qui adorait l'opéra et ils sont toujours allés à l'opéra aussi, à Alexandrie ou au Caire. Alors, à la maison, j'ai entendu beaucoup de l'opéra, beaucoup de la musique classique aussi. Mon grand-père, il a joué le piano comme amateur. C'était son hobby, en fait, de jouer le piano. C'est pour ça, je pense, j'étais intéressée par l'opéra et j'avais un peu l'opéra dans mon oreille. C'était un peu là. Et quand j'étais présentée à l'opéra, vraiment à l'école allemande, avec mon prof, c'est là où je me suis dit, ah, c'est pas très loin de mon oreille. C'est pas quelque chose que je sais. Et en fait, c'est grâce à eux, grâce à mes parents et ma famille que j'adorais l'opéra et que j'ai grandi avec cette musique, en fait. Vous vous rappelez du premier spectacle que vous avez donné? Qu'est-ce que vous avez chanté au cours de ce premier spectacle? Oui, en fait, mon premier spectacle d'opéra, c'était à l'Opéra du Caire. Oui. Et j'avais 19 ans, je pense, ou 18 ans, et j'ai chanté un petit rôle dans l'opéra L'Acmé de Léo Delibes, c'est une opéra française. Et c'était un rôle très petit, mais c'était pour moi incroyable de partager la scène avec ces grands chanteurs qui sont venus aussi de France, de la France. C'était une coproduction entre l'Opéra Saint-Étienne et l'Opéra du Caire. Et le cast était mélangé. C'était vraiment pour moi... oui, j'ai regardé comment ils font ça, comment ils sont très à l'aise à la scène. Et c'était pour moi une expérience importante, je pense, pour après. Très bien. Depuis que vous avez entamé votre carrière, la réussite est synonyme
de toutes vos activités. Vous avez reçu plusieurs prix concernant l'opéra et votre performance. En 2013 et jusqu'à 2020, vous recevez plein d'appréciations autour du monde. Vous, quelle est l'appréciation la plus distinguée ou la plus chère que vous avez reçue? C'est très difficile de vraiment de décider parce que chaque prix était pour moi, ou chaque prix a représenté pour moi une autre chose, une autre émotion. Oui. Parce que c'était vraiment chaque fois différent. Une fois, c'était par l'Opéra de Paris, par exemple, le prix de l'Europe, le prix Lyrique que j'ai reçu là il y a un an. Ça, c'était pour moi une réussite incroyable parce que c'est jamais arrivé à une Égyptienne ou à une Arabe. Et en plus, c'est de l'Opéra de Paris. Alors, c'est assez prestigieux et très reconnaissante, on peut dire. Mais quand même, le prix que j'ai reçu là, par exemple, à Manial Palace avec le prince Abbas Helmi, le prix de Hassan Kemi, c'était aussi, il y avait un autre goût de ce prix. Parce que c'est un prix qui vient d'un chanteur égyptien très important. C'est quand même une autre type de réussite. Et en même temps, quand j'étais honorée par le président, j'étais aussi très honorée parce que ça arrive pas. La conférence ou le forum des jeunes, c'est ça? Pardon? C'était au cours du forum pour les jeunes en Égypte que vous avez reçu cette appréciation de la part du président Al-Fatah Sisi. Exactement. C'était exactement conférence des jeunes. Oui. C'est ça. Oui. À la nouvelle capitale. Et oui, ça c'était pour moi une autre chose. L'État et par le président de mon pays dans un métier qui n'est pas très connu en Égypte quand même. L'opéra, c'est pas vraiment... Encore une date très, je crois, très précise et très importante dans votre vie. C'était en septembre 2016 quand vous avez rejoint l'Académie de l'Opéra national de Paris. C'est un grand honneur. Et je crois que également, vous étiez la première Égyptienne à franchir ce cap. C'est ça. Ça, c'était une étape. Comment ça se fait comment le choix a été fait et depuis l'expérience elle-même de travailler avec des grands dans le domaine de l'opéra, de l'art, de l'Académie française, alors là, c'est vraiment très prestigieux. Oui, et un grand honneur pour moi et j'étais vraiment trop fière, on peut dire. Je ne suis pas trop contente d'entrer ce troupe-là en tant qu'Égyptienne et en tant qu'artiste, en tant que chanteuse. En fait, la décision, pourquoi j'ai quitté l'Allemagne pour aller en France, c'était juste parce que j'ai passé l'audition pour l'Opéra de Paris et ça marchait bien. C'était pas prévu, pas du tout. Moi, j'ai dû rester en Allemagne et après mon master, j'ai terminé mon master à l'opéra en Allemagne et puis je commençais à faire des auditions et
là, Farah, parce qu'avant d'enregistrer notre émission, je vous ai posé une question. C'est que normalement, toutes les personnes qui vivent à l'étranger ou qui travaillent, qui étudient, possèdent deux passeports. Bien sûr, ces personnes sont très fières d'être égyptiennes, mais également s'orientent vers d'autres civilisations. Je vous ai posé la question, vous m'avez répondu, je suis uniquement égyptienne, j'en suis fière. Oui, oui, bien sûr, également, tout à fait. Très fière de vous et je voudrais savoir comment ça se fait que vous avez fait l'équilibre entre être égyptienne et de partir vivre à l'étranger et de garder votre identité. C'est pas facile. C'est vrai, c'est vraiment très, comment on dit, tricky. C'est pas facile de faire ça, mais par contre, parce que j'étais dans une école allemande, j'étais tout le temps, j'ai croisé beaucoup cette culture européenne par les Allemands. Et puis, j'ai déménagé en Allemagne. C'était pas facile, bien sûr, de garder mon identité, de rester moi-même et d'être égyptienne. Mais j'ai vu comment les Allemands ou les Européens en général, ils adorent notre culture. Ils adorent notre identité. Ils adorent nos traditions. Et j'ai vu, en fait, depuis que je suis en Europe, je pense le côté égyptien est devenu plus visible qu'avant. Plus stable. Vous vous attachez à vos origines. C'est-à-dire qu'à travers votre séjour à l'étranger, vous vous attachez encore beaucoup plus à vos origines, à votre identité, à l'Égypte. Tout à fait, oui. J'ai vu comment ils apprécient beaucoup notre culture aussi. Et c'est dommage quand on quitte l'Égypte, quand on perd ça. Parce que c'est très... c'est grand, là, notre culture, notre histoire. Et puis, en France, c'est encore plus, parce que vous savez déjà, les Français, ils adorent la culture et l'histoire égyptienne. Ils sont quelque chose pour l'égyptologie et pour l'Égypte en général. C'est pour ça, quand je suis venue ici, ils étaient tous... ah, mais comment il y a une opéra en Égypte, il y a une chanteuse égyptienne qui chante opéra. C'était vraiment très... ils étaient trop fiers de nous, je pense. C'est ce que j'ai senti. Oui, je voudrais encore que notre public soit beaucoup plus familier avec ce genre d'art, l'opéra. Vous êtes mezzo-soprano. Quelle est la différence entre être mezzo-soprano et quand on dit soprano uniquement, soprano. Quand on dit cantatrice? Quelle est la différence entre ces genres? Alors, cantatrice, c'est en fait juste... chanteuse. C'est comme tu dis, chanteuse. Oui, c'est ça. Mais normalement, cantatrice, c'est une chanteuse lyrique qui chante l'opéra, qui chante le chant lyrique. Par contre, le mezzo-soprano et le soprano, et pour les hommes, ténor et baryton, par exemple, ce sont des types de voix. Alors, normalement, tu es né avec un certain type de voix. Tu es né comme avec des cordes vocales pour un soprano ou pour une mezzo ou pour un ténor. C'est vraiment quelque chose de la nature. Tu ne peux pas te faire quelque chose. Et moi, je suis mezzo-soprano. Et le mezzo-soprano, c'est une voix ou c'est un type de voix qui a l'enregistre plus bas, plus grave, comme on dit. Beaucoup des graves, des notes graves. Le soprano, c'est plus aigu. Et la majorité des gens, la majorité des femmes, ils ont une voix soprano, voix plus aiguë. Comme les hommes, par exemple, pour les hommes, la majorité des hommes, ils ont une voix plus grave. Mais par contre, il y a des ténors aussi, les ténors qui ont une voix aiguë.
Également, j'ai fait des études à propos de votre carrière et de vos réussites, ce qui m'a beaucoup également intéressée et j'admire bien, c'est votre expérience avec Carmen. Je crois que vous l'avez également présenté, cet opéra, Carmen. Ouais. J'adore là quand on chante L'amour est un oiseau sauvage, c'est ça? L'oiseau. Oh, oui. Rebelle, l'oiseau rebelle. Oui, oui. Moi, quand je me rappelle, parce que je m'intéresse un tout petit peu à l'opéra de Maria Callas, par exemple, quand elle chantait cette partie, c'était vraiment... Et je vous ai écouté, d'ailleurs, on va présenter une petite partie à notre public. Pourquoi, quand on chante Carmen ou Aïda, c'est toujours l'expérience la plus sollicitée par les sopranos, les mezzo-sopranos? Parce que tous les deux opéras, ils ont des mélodies ou des phrases musicales qui sont très, très, très connues pour tout le monde. Il y a personne qui ne connaît pas Carmen. Oui, tout le monde connaît la Banera, ce que vous avez chanté, l'oiseau. L'amour est un oiseau rebelle. Pardon. Alors, Carmen, c'est l'opéra la plus connue et la plus jouée dans le monde entier, en plus. Et pour moi, c'est un de mes rôles préférés et je pense que je vais la jouer toute ma vie, j'espère. Je le fais déjà 3 fois, 3 productions différentes. Et chaque fois, je me sentis différemment. J'ai senti qu'il y a un autre truc que j'ai appris en plus. Alors, je pense que ce rôle-là, je vais continuer à développer toute ma vie et j'ai hâte de faire ça. Par rapport à Aïda, en fait, pour le mezzo-soprano, il y a un rôle, c'est pas Aïda, c'est Amneris. C'est le rôle de Amneris. Amneris, c'est la reine d'Égypte dans l'opéra de Aïda. Aïda est chantée par un soprano. Et ça, c'est un rôle aussi que je rêve de faire un jour. Mais pour moi, maintenant, pour l'instant, c'est un peu tôt. Parce que tu sais, tu chantes des rôles quand tu es physiquement et vocalement prête pour ce rôle. Il y a des rôles que tu chantes à 40 ans. Il y a des rôles que tu chantes à 50. Alors, ça dépend. Ça dépend de la maturité de la voix. Et quelle routine suivez-vous pour être vraiment à la hauteur, c'est-à-dire point de vue entraînement, discipline, régime alimentaire? Est-ce qu'il y a vraiment des choses à suivre pour bien maintenir la voix et la santé pour les spectacles? Oui, en fait, il faut toujours dormir bien dormir. Ça, c'est très important pour la voix. C'est important. Exactement. Mais vraiment, c'est le seul moment où tu n'utilises pas la voix. Parce que quand tu es debout, tu parles. Et parler, déjà, quand tu parles, c'est déjà pas bien pour la voix. Parce que tu l'utilises. Et après, c'est fatigué quand tu chantes. Alors, normalement, si j'ai un concert, par exemple, ou un spectacle, je ne parle pas beaucoup pendant la journée. Maintenant que vous êtes entre plusieurs pays où vous vous êtes installé à Paris pour le travail, je voudrais savoir de loin, qu'est-ce que l'Égypte représente pour vous actuellement? Depuis un an déjà, je suis un peu partout. Ma base c'est à Paris, mais quand même j'ai fait beaucoup de choses en Égypte. J'ai fait pas mal de concerts en Égypte, des événements. J'ai chanté aux Pyramides pour le final de squash, de champion de squash. J'ai fait pas mal de choses en Égypte. À Gouna Film Festival, par exemple, pour le UNICEF. J'ai chanté aussi pour eux. Et je pense que je vais continuer à faire ça pour l'instant, de vraiment rester toujours entre l'Europe et l'Égypte ou le Moyen-Orient, parce que je veux bien vraiment partager ça avec les Égyptiens. Je veux les montrer qu'on peut vraiment aimer l'opéra, parce qu'il y a une façon de l'opéra qui est très moderne en ce moment, je pense. Ma vision pour l'opéra, c'est très moderne. C'est pas très traditionnel. C'est pas il n'y a pas de clichés.
Et je veux vraiment éliminer les clichés de l'opéra. Les anneaux de cuivre et d'argent luisent sur les peaux bistrées, d'orange, de rouges et brillent, les étoiles fait flotter au vent. La danse aux chansons mariées, la danse aux chansons mariées, et dans des indécis et timides, je vais ensuite, et plus rapide, c'est la beauté, 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 Farah El-Dibani, nous sommes très fiers de vous et vraiment nous étions ravis d'être avec vous aujourd'hui et de partager ces souvenirs et ces aspirations. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Le programme Au Féminin et Nile TV International vous remercie. Et quand vous serez de retour au Caire, nous aurions d'autres interviews avec vous. Et on félicite également la nouvelle technologie qui nous a donné cette chance de vous voir, de vous écouter malgré les distances. Mille merci Farah. Oui. Et vraiment, vous êtes l'exemple de la jeune égyptienne qu'on veut bien voir, que ce soit en Égypte ou autour du monde, la meilleure ambassadrice pour l'Égypte. Merci Mona, merci et avec grand plaisir, merci de m'inviter et merci de me mettre parmi ces femmes que vous invitez là. Je suis très honorée d'être parmi ces femmes et parmi vous. Et j'espère que je vais continuer à présenter l'Égypte comme ça doit être présenté en fait. Merci Farah. Merci beaucoup. Merci Mona. Merci. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup.